Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau numéro de Grain de Business. Alors pour faire au plus court, cette semaine nous allons parler d'un entrepreneur français à Taïwan. Nous l'avions déjà accueilli il y a 4 ans dans les locaux de Grain de Business. C'était un peu le début de l'émission. Il y a 4 ans déjà maintenant, et nous avions parlé à l'époque de son expérience en tant que Français venant à Taïwan sans rien connaître de Taïwan et faisant son expérience d'entrepreneur. Et donc depuis 4 ans, cet entrepreneur continue à évoluer, son entreprise aussi a beaucoup évolué. Nous revenons un petit peu sur ce parcours de 4 années pour faire un bilan et pour savoir un petit peu ce qu'il en est après 4 ans de travailler à Taïwan, si son état d'esprit, si son expérience a changé. Donc dans cette émission, nous allons accueillir Michel Bru, qui est un entrepreneur spécialisé dans la restauration et dans les solutions culinaires. En l'occurrence faire des box, des produits tout prêts, envoyés en une fois pour la semaine, mais aussi des solutions pour les cantines. Nous y reviendrons plus tard, mais il va nous présenter un petit peu tout ça tout à l'heure, donc je ne vais pas trop le dévoiler, sachant que il a été chef, il a fait beaucoup de travail en tant que chef dans différents restaurants, notamment en France, mais aussi en Angleterre et en Écosse avant de venir à Taïwan. Il est venu à Taïwan sans a priori ou sans aucune connaissance de Taïwan, et c'était un peu ce qui avait fait la particularité de sa présentation lors de mon interview de l'époque. On va voir donc comment tout ça a évolué après 4 ans, sa relation avec Taïwan, sa relation avec son entreprise et la clientèle taïwanaise, pour voir un petit peu quelles solutions il a réussi à trouver et pour s'adapter au marché de la livraison de repas. Voilà, juste donc pour résumer, c'est à peu près tout ça que l'on va voir aujourd'hui dans notre interview. Et donc tout de suite, nous accueillons Michel Bru pour notre interview spéciale de ce jeudi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Bru. Bonjour Valentin. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Michel puisque je l'avais interviewé il y a quelques années, au tout début de l'émission. Vraiment, je pense les premiers mois de l'émission, tu étais venu et tu nous avais partagé un petit peu à l'époque la vision de ton entreprise qui était toute neuve, hein, je crois, elle avait quelques mois. Oui, on avait ouvert c'était 6 mois auparavant, je crois. Voilà. Donc la première question, est-ce que l'entreprise existe encore ? Et donc oui, donc elle existe toujours. On a légèrement changé nos activités. À l'époque, on faisait des lunchbox et ce qu'on a arrêté depuis. Mais donc maintenant, on fait toujours comme on le faisait avant. On fait des boîtes à la semaine. Donc c'est des boîtes de 5 plats que l'on faisait et que l'on fait toujours, où les gens peuvent choisir leur menu pour couvrir leurs besoins de la semaine. Et ils n'ont aucun besoin, comme à l'époque, de commander tous les jours. Et en fait, ça leur permet de recevoir une fois par semaine tous leurs plats. Donc c'est ce que l'on fait. Et aussi, à côté de cela, on est également le supplier de quelques écoles à Taipei, dont le LIFT, le lycée international français de Taipei. Et au niveau du cheminement, donc pour passer de ce principe de lunchbox quotidienne quel a été le cheminement ? Comment as-tu pensé à t'adapter en fait justement à un modèle qui allait peut-être plus à l'encontre de tes clients, à un modèle mensuel, hebdomadaire, et aussi en fait dans le sens où ta société t'as rencontré des difficultés? Est-ce que c'était vraiment que du retour client? Est-ce que c'est aussi, t'as essayé plusieurs choses avant d'arriver à ce modèle de 5 repas par semaine en une boîte? Comment ça a évolué en fait ce modèle-là? En fait, au début, on avait lancé cette histoire de 5 plats par semaine parce que l'idée était venue d'un client qui m'avait dit qu'elle aimait beaucoup mes plats. Et en fait, elle m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien manger de vos plats tous les jours en fait, mais ça me coûterait trop cher d'avoir tous les jours avoir acheté un plat. Et en fait, elle m'avait demandé de lui faire un menu à la semaine. Et donc l'idée avait commencé comme ça.
Et après lui avoir fait ça, en fait, il y a eu quelques-unes de ses amis et de ses amis qui m'avaient demandé donc d'avoir la même chose. Et c'est à partir de là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un business à faire sur cette histoire de boîte à la semaine. Donc ça, c'était une chose. Et de l'autre côté, on avait fait des lunchbox parce qu'on on cherchait à faire du business et en fait, et à développer le business. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est vrai que les lunchbox, tout le monde en fait. Je trouvais que les boîtes de 5 places, c'était quelque chose de plus profitable que des lunchbox. Et donc, je pensais qu'en termes de business, c'était quand même mieux de se concentrer sur ces boîtes de 5 plats. Et certainement plus économique aussi au niveau des clients, je suppose, puisqu'ils avaient qu'une fois le transport à payer au lieu de 5 fois Exactement. avant. Et c'est même pas qu'une question de coût, c'est une question de comment on dit en français, de conveniency, de commodité, de commodité. Je veux dire, vous savez, tous les jours, en fait, quand tu veux manger, tu passes 5-10 minutes sur Uber Eats à vouloir chercher ce que tu vas manger aujourd'hui, à essayer de trouver quelque chose de différent. Et en fait, grâce à nos boîtes, en fait, les gens, toutes les semaines, ils peuvent avoir des plats différents. Ils ont besoin de commander qu'une fois dans la semaine. Ils reçoivent leur boîte une fois. Et même des fois, ils n'ont même pas besoin de commander. S'ils ont eu la bonne idée de prendre un recurring, toutes les semaines, ils vont recevoir une boîte différente, avec un menu différent. Et donc, c'est même, outre le coût, c'est une question aussi de commodité. Et c'est pour ça qu'on a changé la vie, je pense, durant ces dernières années, à beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de se concentrer, de choisir leur repas tous les jours. Alors, est-ce que tu l'as conceptualisé, ça ? Ou tu l'as juste fait vraiment à partir de la demande des clients ? Parce que c'est une mode, en fait, généralisée un petit peu dans le monde de l'Internet, de faire ce qu'on appelle la forfaitisation des services. Et donc, en fait, la question vraiment, c'est est-ce que tu t'es inspiré d'autres modèles ? Est-ce que tu as un peu étudié ? Parce que c'est quand même une mode actuelle dans le monde des services et de l'Internet de faire donc cette forfaitisation des services. Ou est-ce que tu t'es vraiment basé sur la demande clientèle pour vraiment faire cette offre-là ? En fait, pour être vraiment honnête avec toi, Valentin, j'ai découvert, on va dire, il y a un an et demi, qu'il y avait d'autres business comme le mien qui existaient, que ce soit en France ou ailleurs. En fait, je ne savais pas qu'il y avait d'autres business qui existaient comme ça, sur des boîtes à la semaine, sur le fait d'avoir des services de commodité. Tout ce que j'ai fait au niveau du business, ce que j'ai créé au niveau des abonnements, du recurring, etc., ça a été fait par rapport à la demande des gens, c'est par rapport aussi un besoin, je voulais de fidéliser les gens. Je ne voulais pas avoir à gérer un business où il faut trouver des clients tous les jours. À l'heure actuelle, on a 85% de nos clients, ce sont des gens qui sont sous abonnement. Ce sont des gens qui sont en recurring. C'est des gens qui achètent des packages un certain nombre de boîtes prépayées et en fait qui restent sur la durée. Et ça, c'est des gens, en fait, on n'a pas besoin de leur courir après tous les jours. On a juste besoin de s'occuper d'eux. En fait, d'être sûr de répondre à leurs besoins. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir ce genre de clientèle. Et c'est pour cela que l'idée est venue à la base de créer des recurring. Donc, les gens mettent leur carte bancaire et toutes les semaines, on leur prélève l'argent pour qu'ils puissent recevoir leur boîte. Mais de l'autre côté, on a mis des packages en place. Donc, les gens peuvent acheter 10, 15, 30, 40 boîtes à l'avance et ils s'en servent comme ils veulent dans l'année. Ouais, donc j'allais justement te poser la question, est-ce que tu as aussi d'autres modèles à l'esprit qui ne sont pas encore mis en place, que tu aimerais mettre en place à l'avenir, ou justement les cartes avec une certaine quantité de repas, c'est aussi une autre manière de fidéliser les gens, ou en tout cas de les faire payer à l'avance. Est-ce que sur ce genre, justement, alors, c'est vraiment ça, c'est une carte 30 repas et les gens peuvent l'utiliser sur une période donnée, c'est ça ? Oui, c'est pas vraiment une carte, mais oui, en fait, ils achètent un ensemble de boîtes. Par exemple, là, j'ai un client ce matin, il a acheté 35 boîtes à l'avance. Et en fait, il va sur notre site en ligne et donc il peut choisir ses dates de livraison ou il peut simplement mettre en place automatiquement une livraison par semaine d'une boîte ou de 2 boîtes ou de 3 boîtes, c'est comme il veut en fait. Et voilà, donc tout se passe en ligne. Il a juste à mettre ses dates de livraison. Il peut mettre en place ses besoins de fréquence de livraison. Est-ce qu'il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route ou ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui se passent, où les gens prennent vraiment jusqu'à la fin de leur service en général ? Pour être très honnête, pour les repas. Pour être très honnête, sur les dernières années, j'ai eu une personne. J'ai une personne qui a arrêté au bout à la moitié de ses boîtes. Donc, pour être honnête, je ne sais pas si cette personne est toujours de ce monde ou si on n'a jamais eu de nouvelles. Donc, mais en fait, on a eu une seule personne qui a arrêté. Donc,
Ouais, donc c'est vraiment. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est Sur à passé. peu près combien de personnes qui sont sur ce genre de modèle Ah, j'ai pas le nombre exact, oui, mais voilà, on compte en centaines, c'est plus en dizaines, on va dire en dizaines. Ok. Voilà, comme ça, c'est pour donner une échelle. Voilà, bon, je voulais vraiment un peu m'intéresser à ce modèle de service. Après, au niveau de la société, je suppose que ça a grossi. T'es passé de... la dernière fois qu'on s'était vu, t'étais presque tout seul, t'étais tout seul même. J'étais tout seul. Et donc, comment la société, en tant que société, ça a évolué? Quelles ont été les orientations que tu as dû prendre, que ce soit dans la conception d'un bureau, au niveau bureau, combien vous êtes de personnes, et après en tant qu'employé, il y a combien de personnes employées dans vraiment ce qui est la cuisine? Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu... Voilà, aussi, qu'est-ce que tu... Là, c'est beaucoup de données, hein, donc on peut commencer vraiment par la société. Je vais déjà te répondre à cette question-là au niveau des employés. Donc en fait, à l'heure actuelle, on est une dizaine. Donc sur la dizaine, donc en fait, j'ai une diététicienne donc, qui nous a rejoint il y a quelques mois par rapport à nos besoins sur les écoles déjà, d'une part, et aussi par rapport au fait de pouvoir donner à nos clients des informations nutritionnelles très fiables, grâce à cette personne. Mais outre cette personne, donc on a donc en cuisine, on est on est 3 en cuisine. Donc pour cuisiner ainsi que pour faire nos sacs sous vide, pour les remplir, les mettre sous vide. Après, j'ai une employée à la cantine de l'école, du lift. J'ai également un livreur, on a un webmaster, on a une personne qui s'occupe du copywriting. Voilà, on a quelques personnes. Donc on est une dizaine maintenant. Et au niveau du design, etc. Enfin, je me souviens que tu avais parlé d'embaucher quelqu'un, ou enfin, en tout cas d'appeler les services en extérieur d'une personne, d'un graphiste. Oui, etc. C'était à l'époque, j'ai pensé à ça. Sauf que depuis, donc il y a quelques années qui se sont passées, et en fait, j'ai pensé que ce n'était plus la priorité, parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, c'est qu'en fait, donc on a 85% de notre clientèle qui sont sous abonnement, et donc en fait, on va dire, notre priorité, c'est vraiment de prendre soin de notre clientèle. Et j'ai mis nos priorités là-dessus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le site internet, c'est vrai que... donc, j'imagine que tu parlais du site internet au niveau du design. Voilà, et des boîtes, etc. Voilà, donc, peut-être de tout ce qui a besoin en graphisme. Voilà, donc etc. au niveau du site internet, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop mis dessus au niveau du design. On ne s'est pas trop mis dessus. On a juste fait en sorte qu'il soit user-friendly pour que les gens puissent acheter. Mais après, tout se passe en dehors du site, sachant que les gens ont leurs abonnements. Donc, ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que sur les boîtes, il faudrait qu'on les design, ça n'a pas été encore fait, mais ça sera une des prochaines étapes. À l'heure actuelle, vraiment, notre priorité, c'est vraiment de nous occuper de notre clientèle, de répondre à leurs besoins, d'écouter leur feedback et de customiser leur boîte selon leurs besoins. Voilà. Le contenu, quand tu dis customiser. C'est le contenu, c'est le plus important, c'est le produit. Bien sûr. C'est le produit le plus important. Justement, c'est important aussi pour des entrepreneurs qui penseraient que vraiment, faut tout avoir marketé, etc. au début. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir un feedback où il y a des modèles qui fonctionnent Après, aussi autrement. Voilà, je vais te couper, Valentin, mais en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, que nos auditeurs doivent comprendre, c'est qu'en fait, à Taïwan, on est la seule compagnie à offrir ce genre de produit, à avoir des plats faits maison, toutes les semaines différentes, que tu peux choisir comme ça. Je veux dire, la plupart des autres compagnies qui t'offrent des plats, tu as le même menu. Je veux dire, sur le mois, sur les 2, les 3 mois à venir, c'est le même menu. Nous, on offre des plats toutes les semaines différentes avec les nutritions. On est la seule compagnie à Taïwan à faire ça. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai qu'on a mis certaines priorités qu'on n'aurait peut-être pas mises si on avait eu des compétiteurs à faire le même produit. C'est vrai qu'on aurait peut-être fait un beau design, on aurait peut-être fait un truc super sexy, comme on dit. Mais c'est vrai que comme on est les seuls, on a préféré se mettre sur le produit à 100%. Et j'estime que le produit, c'est ce qui est le plus important de toute manière. Voilà, mais c'est ce que j'essaie aussi de montrer à travers l'expérience des personnes que j'interviewe et que je rencontre. C'est aussi de montrer aussi la diversité des solutions qu'on peut apporter à un business. Et voilà, t'es l'exemple d'un business qui marche sans avoir besoin de marketing, parce que peut-être vous êtes les seuls sur le marché, mais bon, voilà, ça reste quand même une possibilité. Et donc peut-être dépenser moins d'énergie et d'argent dans le marketing peut fonctionner si le produit reste bon et accessible aux gens. Et voilà. Je vais te parler juste du marketing une minute. Donc tu me parles du marketing, et c'est vrai que le marketing, on en fait très très peu. Je veux dire, même sur les réseaux sociaux, par exemple, on communique très très peu. Une fois de plus, on se concentre à 100%, presque à 100% sur notre produit. Et en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a 85% de notre clientèle en recurring. Et en fait, c'est souvent ces gens-là qui nous font notre propre marketing. C'est eux qui parlent de nous, en fait. Souvent, les nouveaux clients que l'on a, ce sont des amis de ces gens-là. Dans une compagnie, ça va être le collègue, ça va être des connaissances de ces gens-là, en fait.
Et donc, ça nous permet en fait de pas trop nous soucier de marketing. Alors, je vais poser une question, si ça te dérange ou si tu trouves ça compliqué à expliquer en quelques mots. J'aimerais parler un petit peu, en fait, tu me le dis, hein, j'aimerais qu'on parle un petit peu, en fait, de ton expérience avec RTMart. Si ça te... Voilà, comment s'est passé cet épisode? Ça c'est plus d'actualité, je crois. Non, ça s'est très bien passé. J'ai eu une chance énorme vraiment de travailler pour cette compagnie, donc à la demande de Pascal. Donc Pascal Delval, qui est le CEO donc d'Artimart, qui était à l'époque qui était une partie d'Auchan à l'époque, qui maintenant est une grosse partie de PX. En fait, non, ça s'est très bien passé. J'avais la mission à l'époque donc de m'occuper du management des cuisines et du cook food et des restaurants donc de la compagnie. Et en fait, j'avais une mission qui était donnée par Pascal, qui a donc été accomplie en quelques mois, et donc ça m'a permis de revenir sur mes activités derrière. Ouais. Ok, voilà. Donc, donc ça consistait en quoi, succinctement, si tu peux le dire en quelques mots, vraiment. Donc c'était fournir des menus en interne. Par exemple, j'avais refait les menus donc de tous les stores, les magasins. En fait, j'avais fait les nouveaux menus des magasins. J'allais faire le tour des magasins pour m'assurer donc que ce soit de l'hygiène, que ce soit de l'organisation en termes de la main-d'œuvre. Des employés. De m'occuper du fonctionnement, en fait, d'être sûr que les SOP de la compagnie soient bien respectés dans les magasins, que ce soit de Fonchan ou à Nehru, en passant par Taidong. Voilà, donc c'était ma mission en fait à l'époque. D'accord. Et donc il y a une très bonne expérience de ce que j'ai compris. Ça s'est très très bien passé, et j'étais très très content et très fier d'avoir travaillé pour cette compagnie, et c'est peut-être une de mes meilleures expériences à Taïwan jusqu'à présent. Et qui m'a beaucoup apporté pour continuer ma propre compagnie. Je veux dire, ça m'a permis aussi de beaucoup apprendre sur l'organisation d'une compagnie. Je veux dire, j'ai travaillé au head office donc de RTMart, et ça m'a permis d'apprendre un peu l'organisation d'une grande compagnie. Et donc ça m'a servi pour la mienne. Oui. En termes de gestion aussi. Exactement. Quoi d'autre? Alors on va bientôt on va arriver sur la fin de cette interview, mais j'ai encore 2-3 petites questions, surtout sur la partie actuelle et sur les écoles. On n'en a pas encore trop parlé jusqu'à présent, et j'aimerais savoir en fait comment ça t'est venu un petit peu, comment c'est venu sur une demande ou pas, et en quoi cela consiste, et qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu comptes développer cette activité à l'avenir, voilà, pour aussi parler un petit peu de cette activité-là qui commence à prendre un peu de place dans tes activités générales. Oui, avec plaisir. Donc en fait, tout a commencé il y a 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on est en 2023. C'était en 2021. Et en fait, j'avais été contacté à l'époque par Thomas Chaumont, qui était qui a été le directeur donc du LIFT, donc le lycée international français de Taipei, l'an dernier. Donc il m'avait contacté, ainsi que d'autres compagnies à Taipei, pour voir si une compagnie pouvait s'occuper de fournir des repas donc aux élèves tous les jours à l'école. Et donc j'avais gagné l'appel d'offres. L'appel d'offres, exactement, merci. Et donc grâce à mon professionnalisme en tant que chef, mais aussi parce que, comme j'expliquais, on offre les nutritions, on est capable de fournir les nutritions sur tous nos plats. Donc ça permet d'offrir une offre de healthy pour les... de bien-être, de bonne santé. J'ai vraiment un problème avec le français. Il n'y a pas de souci. Et donc, donc on a gagné cet appel d'offres. Et en fait, donc, on est le seul player depuis l'année dernière. Là, on a été reconduit cet été pour 3 ans de plus. Donc entre l'année dernière et cette année, donc l'effectif a doublé à l'école. Donc là, on est, incluant les professeurs, on est presque à 100. Donc on a le LIFT d'un côté. Comment c'est venu? C'est donc j'expliquais, j'avais été contacté par Thomas, qui lui apparemment avait été conseillé donc par que ce soit la chambre de commerce à Taipei. Voilà, et donc j'ai eu la chance d'avoir été recommandé, et c'est comme ça que on m'a contacté. Donc c'est ce que Thomas m'avait dit à l'époque. D'accord. Voilà, et donc après on a eu le LIFT l'an dernier pendant 1 an. Et depuis, après, on a eu donc 2 autres petites écoles qui se sont ajoutées derrière. Donc ça nous fait,
On est à l'heure actuelle à peu près 120 élèves par jour à servir, donc sur l'ensemble de 3 écoles à Taipei. Et pour les projets, ça va être d'essayer de développer ça. Donc là, on est en train d'essayer de fournir un service le meilleur possible pour les élèves. Et derrière, on espère bien que ça va pouvoir nous ouvrir la porte sur d'autres contrats. Oui, et d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez, en connaissance des écoles internationales ou des écoles privées qui auraient, je pense que le public c'est pas possible, mais privées qui auraient envie d'avoir ce genre de solution, vous pouvez toujours contacter Exactement, Michel. parce que comme j'expliquais, on est sur le lift, on est une centaine d'élèves, mais on a une autre école, c'est 10. Donc on est entre 10 et 100, donc il n'y a pas de problème de taille. Ouais, d'échelle. Non plus. Échelle, merci. Et voilà. Donc merci. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tes activités. Tu as d'autres choses à rajouter? Un petit dernier mot pour nos auditeurs? Je pense que tu as posé les bonnes questions et je pense avoir répondu à tout. D'accord. Je te remercie, Valentin. Merci à toi d'être venu et de nous avoir partagé ton expérience d'entrepreneur. Nous touchons déjà à la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir écouté. Je voulais venir refaire un petit bilan en vous expliquant un petit peu pourquoi cet entretien me semble assez intéressant aussi, puisque au final, c'est bien aussi d'avoir un feedback, de voir l'évolution en 4 années, de voir un petit peu tout le, comme on dit, tout le background, l'arrière-salle, vu qu'on parlait de nourriture et de cuisine, de comment se fonctionne une société au final. Et là, c'est vraiment très généraliste au final. Ce sont des aléas, des demandes d'adaptation quotidiennes que tout entrepreneur peut rencontrer, que ce soit à Taïwan ou ailleurs. Et au final, cela s'inscrit dans un contexte taïwanais qui est parfois plus difficile pour un entrepreneur, puisque il faut convaincre avec des choses nouvelles dans lesquelles les Taïwanais localement ne sont pas forcément habitués. Et donc voilà, je trouvais que c'était un très bon exemple et je remercie énormément Michel Bru d'avoir apporté son témoignage. Enfin, pour terminer, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Grain de Business dédié au Meet Taipei, le salon de l'entrepreneuriat à Taïwan. Nous parlerons bien sûr de ma petite sélection de startups et donc je vous invite la semaine prochaine à me rejoindre pour en parler. Merci beaucoup, c'était Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.